Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, je m'assois avec Audrey Saint-Onge, qui est doctorante en psychologie. Alors qu'elle poursuit ses études, elle offre déjà des consultations auprès des gens dans le besoin. Elle a aussi participé à l'émission Questions Santé, qui a été diffusée à TVC Basse-Lièvre et MaTV Outaouais. Audrey, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui, c'est bien apprécié. Et merci de l'invitation. On s'est rencontrés, nous autres, là, sur le plateau de Questions Santé avec Floralie. C'était-tu la première fois que tu faisais de la télé à ce moment-là? Oui, c'est la première fois pour moi. Comment très t'as belle trouvé expérience, ça? oui, Ouais. c'était très enrichissant. Mais ça doit pas être évident, me semble, par exemple, quand tu es dans un domaine professionnel puis que tu dois venir t'adresser devant les caméras, puis que tu dois, tu sais, parce que nécessairement, je sais pas si c'est un protocole ou quoi, mais tu as un cadre dans lequel tu dois t'en tenir avec l'information. Tu dois avoir peur des fois, je me semble, de donner une information pas de la bonne manière ou peut-être une fausse information. C'est pas trop de stress. Tu as tout à fait raison. En fait, nous, on a un code de déontologie à suivre. Puis dans ce code-là, ça vient un peu baliser les informations qu'on peut donner. Donc, on peut pas partir en fou là, puis se positionner sans s'appuyer sur de la documentation, des preuves scientifiques quand on parle d'un sujet. Quand je pense à la psychologie, c'est drôle parce que quand j'étais jeune, on avait... Puis là, t'as peut-être même pas d'opinion là-dessus, mais comme ça, j'ai trouvé ça fun de partager ça. Quand on était jeune, on disait... ou j'avais lu quelque chose, je sais pas, ça me faisait triper. Là. Est-ce que ça disait que... parce que le cerveau, c'est complexe un peu. Le cerveau, le système nerveux, puis tout ça. Puis l'être humain, c'est une bébite complexe. Puis là, ça disait des affaires comme qu'on utilisait seulement que 3 à 5% de notre cerveau, de la capacité de notre cerveau. Est-ce que c'est un mythe, ça, ou non? C'est un énorme mythe, un des plus grands mythes. Il y a même un film là, avec Scarlett Johansson qui avait été fait là, sur cette prémisse-là qu'on utilisait juste un petit pourcentage de notre cerveau, mais c'est... Ça me souvenir du film. Je me souviens plus du titre. Mais bon. Tu aurais regardé Jeanne-Sophie, voir si tu peux nous trouver ça. Ça se google facilement. Mais c'est totalement faux. Puis en fait, ça serait très triste parce qu'on n'aurait pas évolué d'une façon super efficace en tant qu'être humain. Ce qui arrive, c'est qu'au niveau de notre conscience, c'est sûr qu'on n'utilise pas tout notre cerveau en termes de conscience dans le moment présent, mais il y a plein de fonctions. Notre cerveau est tout le temps activé en grande partie, là, dans beaucoup d'air tout au long de la journée. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. On s'occupe pas de notre digestion, par exemple. Ça se fait comme tout ça. Automatique. Hein. Mais c'est notre cerveau qui régule ça quand même. OK. Fait que dans le fond, notre cerveau est toujours... 100% de notre cerveau est toujours en activité, dans le fond, c'est ça que tu veux dire. Du moins, beaucoup d'air là, vont être activés, désactivés au courant de notre journée. C'est pas vrai que c'est juste 2, 3, 5, 10% du cerveau qui est utilisé. Là. Ça pète ma bulle un peu. C'est une bonne nouvelle! C'est une bonne affaire. Au moins, il sert à quelque chose d'un bout à l'autre. Mais on s'imaginait, parce que dans les prémices comme de ce genre de film-là, là, que je sais pas si je suis sûr de trouver, mais Lucy, ça? C'est ça. Ah, bon. Tu sais, là, tu te dis, oui, OK, ça me revient le film. Ça me revient. Là, tu t'imagines après ça, tu sais, un jour, peut-être qu'on va être capable de, je sais pas moi, bouger les choses juste avec notre pensée, ou des trucs de même. Dans le fond... ça risque de jamais arriver. Oui. En tout cas, pas avec le cerveau qu'on a tel qu'on l'a aujourd'hui. Non, c'est clair. Mais étudier ça, la psychologie, parce que, tu sais, je me dis, c'est pas une science nécessairement exacte comme, mettons, les mathématiques. Tu sais, 1 + 1 fait 2 partout, tu sais. Est-ce que c'est difficile? Parce que, il me semble, comme je disais tantôt, on est une bébite vraiment complexe. Effectivement. Puis, depuis... c'est vraiment une science assez jeune, à peu près 150 ans, 200 ans, que ça a commencé à être plus étudié d'une façon scientifique. Donc, on applique vraiment la même méthode qu'on va utiliser pour les autres sciences comme la chimie, la physique, etc. Donc, on va émettre des hypothèses, on va établir nos variables. Donc, par exemple, je veux étudier l'effet du stress sur la santé physique, par exemple. Mais on va établir quels paramètres qu'on va étudier, puis ensuite de ça, on va faire une étude très contrôlée, là, avec vraiment une base scientifique pour venir confirmer ou infirmer nos hypothèses. Donc, de plus en plus, on va essayer de l'évaluer de façon empirique, de façon objective, mais effectivement, il y a bien des concepts qui sont comme plus abstraits, comme par exemple le bien-être. C'est quoi ça, le bien-être? Là? Fait qu'il faut le définir, puis c'est là qu'il y a beaucoup de chicanes, des fois, entre chercheurs, parce qu'on ne s'entend pas tous sur la définition de certains concepts. Ouais. Puis là, comment est-ce que tu fais pour trancher? À un moment donné, si tu t'adhères à une école de pensée, mettons? Oui, en psychologie, il y a beaucoup d'écoles de pensée différentes. Donc, des fois, dans certains domaines de la science, c'est plus comme unanime là, sur certains points. Nous, on a encore des façons de penser différentes, des approches, des écoles différentes. Puis, il y a certaines approches qui ont plus de soutien empirique que d'autres. Fait que des fois, nous, par exemple, notre ordre va nous demander, quand on choisit une intervention, de se baser sur la science. Donc, d'aller voir dans la littérature quelle approche parmi toutes celles qui existent est le plus supportée
par des données empiriques puis de choisir celle-là. Mais il y a moyen d'avoir des débats là, parce que c'est pas noir ou blanc. Mais là, tu as dit quelque chose qui m'accroche et tu dis que ça fait juste à peu près 150 ans qu'on fait ça comme ça. Fait que c'était quoi avant la psychologie? Bien, en fait, avant Freud est un peu le père, on peut le critiquer, là, mais c'est le premier à avoir vraiment adopté un modèle de psychothérapie. Okay. Puis même lui, il étudiait pas de façon empirique, mais c'est lui qui a un peu mis sur table que c'était pas juste médical. Là. Parce qu'avant Freud, tout ce qui était dans le domaine de la santé mentale, on le voyait comme vraiment une problématique au niveau du cerveau, une problématique plus physiologique. Donc, c'était des médecins qui essaient de trouver des traitements où on mettait ces gens-là dans des hôpitaux psychiatriques puis on les laissait là. Donc, à partir de Freud, on a commencé à comprendre que la psyché humaine, donc tout ce qui est l'appareil psychique, si on veut, était une entité en soi. Et oui, il y a tout l'aspect physique qui est important, mais il y a aussi des processus psychologiques qui existent. Et ensuite de ça, on est allé vers ce qu'on appelle les comportementalistes qui ont vraiment amené l'approche scientifique dont eux se sont intéressés au comportement observable humain comme un peu un miroir de l'appareil psychique. Donc, quand on extériorise en comportement, c'est plus facile de venir étudier ça que d'essayer de mesurer des concepts subjectifs. Mm-hmm. Wow, OK. Puis là, puis dans ce temps-là, j'imagine que c'était pas aussi avancé. J'imagine les recherches que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Fait que du côté traitement puis tout ça, ça avait l'air de quoi? J'imagine, parce que moi, j'ai comme l'image de, c'était des fous, puis on mettait une veste, puis on les enfermait. C'était à peu près ça, j'imagine, avant ça? Fait que ça a beaucoup évolué. Là. Les premiers traitements dans le temps de la Grèce antique et avant et tout ça, c'était un des premiers traitements, on appelait ça la trépanation. C'est-à-dire, on faisait un trou dans le crâne de la personne, puis on laissait... J'avais lu là-dessus. Oui, on laisse comme sortir le liquide, sortir le méchant, puis on se disait, OK, ben là, si on laisse sortir les mauvais esprits, c'est un peu spirituel aussi. Ça fonctionnait pas. Évidemment, dans les, je crois, début 1900, si je me trompe pas, il y a eu la lobotomie. Donc, on savait pas quoi faire avec les personnes qui avaient de la schizophrénie, par exemple, des psychoses. Puis dans le fond, on venait séparer les lobes du cerveau en c'est un espèce de long pic, là, à peu près ça de long, qu'on insérait comme en dessous de l'œil. Puis dans le fond, c'est que ça venait comme affaisser ces gens-là. Ça marchait pas super bien non plus, donc ils ont arrêté de faire ça. Puis ensuite, il y a eu la médication qui a beaucoup aidé avec tout ce qui est les troubles psychiatriques plus sévères, là, comme les psychoses et tout ça. Puis à partir de ce moment-là, on a commencé à pouvoir moins les garder enfermés et les laisser vivre leur vie puis offrir des soins à l'extérieur des institutions. Puis là-dedans, il y a eu la psychothérapie aussi qui était, moi, dans le fond, ce que je fais comme travail est venu à peu près dans ces années-là aussi pour adresser tout ce qui est au niveau psychologique et pas juste au niveau physiologique. Puis j'imagine aussi que vous n'avez pas le choix de vous garder toujours à jour des dernières choses, parce que ça va être tellement, vu que c'est tellement nouveau, là, il doit y avoir bien des choses qui doivent être tout le temps, qu'on pensait établies, mais que là, finalement, il faut rajouter telle chose, c'est toujours en mouvement. Oui, effectivement, il y a beaucoup de nouvelles approches. Là, dans nos cours, là, on voit que d'année en année, là, il y a des nouvelles choses qui sortent. Comme tu dis, des façons de traiter, par exemple, les phobies, qu'on se dit, OK, c'est ça la marche à suivre. Puis, dans le fond, il y a des nouvelles théories qui arrivent avec du support empirique qui nous dit peut-être qu'on ne le faisait pas exactement comme il faut, donc oui, il faut s'adapter puis se garder à jour. Tu parles des phobies, puis tu me fais penser les premières fois où j'ai été un petit peu plus exposé à la psychologie, évidemment, c'était au cégep quand j'ai mes cours de psychologie. Puis mon prof, il disait les phobies, il y a deux façons de traiter une phobie. Puis là, tu me diras, c'est encore comme ça. Tu avais soit, mettons, supposons la phobie des araignées. Bon, mais il dit soit que tu enfermes quelqu'un dans une pièce avec une araignée, puis à la longue, il va s'habituer. Ou tu y vas tranquillement, puis tu demandes à la personne de se tenir, mettons, je sais pas moi, disons, 10 mètres de l'araignée, puis elle regarde pendant tant de temps. Après ça, il s'approche un peu plus, mettons, une session suivante, puis un petit peu plus proche, puis il regarde pendant X nombre de temps. Ça ressemble encore à quand ce qu'on traite une phobie? Surtout la deuxième façon. Ouais, OK, plus la deuxième. Hein? C'est ça, on parle d'exposition. Je trouvais ça extrémiste, excuse. Je trouvais ça extrémiste aussi. Genre fermer la porte avec l'araignée, c'est comme, OK, ils vont finir par m'habituer, mais tu dois passer à ma chambre avec. Tu sais, faut pas oublier qu'une phobie, ça vient d'un traumatisme, et en enfermant quelqu'un comme ça, avec une araignée, on risque de la retraumatiser, finalement. Donc, dans le fond,
le principe, c'est vraiment que la personne apprenne, que son cerveau apprenne que l'objet de sa peur n'est pas dangereux, comme par exemple une araignée. Puis ce qui arrive avec les phobies, c'est que c'est pas rationnel. La personne, souvent, va nous dire « Je le sais que c'est pas dangereux, mais j'ai peur pareil. » Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller avec de l'exposition en réalité. C'est ça, graduel. Puis pourquoi graduel? Ben, c'est en douceur. Fait que là, la personne, elle sent qu'elle a quand même le contrôle sur la situation. Donc, on lui dit « Tu t'approches quand tu sens que ton anxiété a diminué. » Puis c'est elle qui est en contrôle tout le long de la session d'exposition. Donc, de l'enfermer, par exemple, elle serait pas en contrôle. Donc là, ça serait plus retraumatisant. Puis, graduellement, on apprivoise l'objet de la peur puis on apprend que c'est pas dangereux. C'est pour ça que ça n'a pas marché, ma phobie des avions. Parce que la première fois que j'ai pris l'avion, moi, c'est drôle, hein, parce que j'ai oublié pendant longtemps que j'avais peur des avions. De m'envoler, là, c'est pas l'avion qui me fait peur. Puis le premier jour où quand j'ai su, à un moment donné, j'ai dit, OK, là, je m'en vais en voyage pour vrai, on dirait que ça comme c'est revenu, tu sais. Puis là, quand j'ai pris l'avion la première fois, par-dessus le marché, il a fallu qu'on descende sur la piste d'atterrissage puis monter directement dans l'avion. C'était pas comme dans le corridor là, pour rentrer. Mais dans le fond, mon exposition, c'est là, je repense à ça avec ce que tu viens d'expliquer, mais j'ai pas une exposition graduelle, mais tu peux pas vraiment en avoir une non plus. Là, mais je me demande si ça n'a pas empiré de dire, OK, je m'en vais directement. Le jour où ça arrive, quand je m'expose, je suis dedans, je le fais. Là, c'est ça. Ça peut être, ça peut fonctionner. Il y a des gens qui vont prendre l'avion une fois, puis après ça, ils vont être comme, OK, c'était pas si pire. Il y a d'autres gens que ça va pas leur donner le goût de reprendre l'avion parce qu'ils ont souffert tout le long du trajet. Fait que là, c'est pas nécessairement la peur que l'avion crash, mais c'est la peur de souffrir autant. Par contre, maintenant, avec la réalité virtuelle, moi, je fais ma recherche au laboratoire de cyberpsychologie de l'UQO, qui a une clinique externe qui s'appelle InVirtuo. Et dans cette clinique-là, le traitement de la phobie de l'avion est super populaire. Donc, ils ont même un siège. Oui, j'ai vu là-dessus. Oui. Super efficace. Ils ont un siège qui recrée, puis il met un casque de réalité virtuelle. Puis là, la personne est dans l'avion, puis on peut même recréer des turbulences, un bébé qui pleure, tout le kit. Là. Ah, faut que j'aille faire ça. Super efficace. OK. On s'en reparlera. Mais là, tu disais que c'est associé, pardon, à quelque chose de quand tu es jeune? Ou quelque chose que tu as vécu avant, c'est ça? Dans le fond, il n'y a personne qui naît phobique. On peut avoir une vulnérabilité génétique à développer des phobies, donc un cerveau un peu plus réactif que d'autres. Mais pour qu'il y ait une phobie, donc on parle d'une phobie spécifique, là, c'est vraiment araignée, les souris, le sang, par exemple. Il faut qu'il y ait eu quelque chose qui a fait en sorte qu'il y ait une association, par exemple, entre araignée et danger. Ça se crée pas tout seul. Donc, ça peut être de plusieurs façons. Ça peut être si la personne elle-même a vécu une expérience comme négative avec une araignée, par exemple. Des fois, il y a des gens qui nous disent « Mon frère m'a lancé des araignées quand j'étais jeune. » Puis ça peut être juste une fois. Le cerveau est très vite pour faire ça. Mais on a déjà vu des gens qui disaient « Ben moi, j'ai peur des serpents. J'en ai jamais vu, mais ma mère avait peur des serpents. Puis à chaque fois qu'il y en avait à la télé, elle capotait. » Fait qu'on apprend de nos parents quand on est jeune. Transmission d'informations, juste quand il y a un crash d'avion, tout le monde a soudainement plus peur de prendre l'avion. Même chose pour... le coronavirus, en ce moment, on a tous plus peur d'être contaminés, alors qu'avant qu'il y ait des nouvelles comme ça à tous les jours, on n'avait pas peur de pogner une grippe ou un rhume. Donc, ça peut être de toutes ces façons-là là, que le cerveau va développer une phobie. C'est pété, hein? À quel point est-ce qu'on vit quand on est plus jeune va affecter notre avenir? Ça nous construit. Tu sais, je pense que j'avais lu que c'était comme 50% de notre personne et notre entourage social de notre jeunesse. C'est-tu vrai, ça? Bien, au niveau du pourcentage, là encore là, il n'y a pas de chiffre là, qui fait consensus dans la communauté scientifique. Mais il y a quand même, la plupart des chercheurs vont s'entendre pour dire que les expériences vécues à l'enfance ont énormément d'impact sur ce qu'on vit à l'adulte. Pourquoi? Parce que c'est là que notre cerveau, toutes les connexions neuronales se forment. On parle de plasticité cérébrale, donc tous les changements, comment notre cerveau va se construire selon nos expériences. Donc, une expérience peut vraiment amener des changements au niveau de la structure du cerveau. Et ben quand on est enfant, c'est là qu'on se construit. Donc, un événement va beaucoup plus modifier notre cerveau que quand on est adulte. Tu vois que c'est, je pense, entre 0,5 ans ou 0,7 ans, est-ce qu'il y en a le plus de cette construction-là qui se fait? Je pourrais pas te dire. Il y a je sais qu'il y a des processus qui vont se faire là, jusqu'à 25 ans. Là, fait que ça doit dépendre de quoi. Oui, puis ça dépend exactement. Par exemple, le langage, ça va être entre tel âge puis tel âge. Fait que ça dépend vraiment de quelle fonction on parle. Mais oui, il y a des changements énormes là, qui se passent dans ces années-là. Ben, j'avais vu, je pense, c'est justement avant d'avoir des enfants, là, je disais sur la psychologie de l'enfance, puis moi, la mère de mes enfants était éducatrice, fait qu'elle a étudié la psychologie de l'enfant. Puis, il me semble que c'était ça, 0-7 ans, quelque chose où il y avait le plus de choses qui se développaient. Puis,
après ça, j'écoutais... je me souviens plus c'était qui, un entraîneur sportif, en tout cas, qui disait que quand tu développes des habiletés sportives, avant 10 ans, mettons, que c'est quelque chose qui va être plus acquis, mettons, pour plus tard, puis pour développer des athlètes. Je trouvais ça intéressant de voir comment est-ce que, quand tu es plus jeune, Oui, il y a comme des fenêtres là, où développer, je parlais du langage tantôt, mais par exemple, il y a vraiment une fenêtre de temps où là, c'est vraiment le temps, si on veut que notre enfant parle l'anglais, par exemple, qui va vraiment faciliter, là, si on agit, on expose notre enfant à l'anglais dans cette période-là. Je ne pourrais pas dire les âges, là, mais... Il y a comme des fenêtres d'apprentissage où c'est plus facile. Puis si on est à l'extérieur de cette fenêtre-là, ben c'est moins efficace, mais c'est possible quand même. C'est gros stress pour les parents en 0 et 7 ans. C'est ça. Puis là, parlant de stress, je disais dans les statistiques, là, ce serait 1 Canadien sur 5. Parce que, premièrement, j'imagine que les 2 plus gros troubles, vous voyez en psychologie, ça doit être dépression et anxiété. Oui, puis dans le fond, il y a beaucoup de symptômes, donc des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs. Pour aller jusqu'à une dépression, par exemple, c'est très majeur. Fait que souvent, le terme qu'on utilise, là, un peu parapluie, c'est trouble d'adaptation avec symptômes anxieux ou symptômes dépressifs. Donc, c'est des symptômes qui arrivent, mais pas au point d'être un vrai trouble. C'est des symptômes qui amènent une souffrance. Fait que ça, on en voit vraiment, vraiment beaucoup. Mais pour aller jusqu'à un trouble, là, c'est une plus petite partie de la population. Là, donc, quand on parle de trouble, c'est plus sévère. OK. Fait que c'est où la ligne, mettons? OK, là, c'est un trouble. Ou avant, c'est juste du stress. Donc, il y a des gens qui ont écrit plusieurs psychiatres, là, surtout qui ont statué dans ce qu'on appelle le manuel diagnostique, statistique et diagnostic des troubles de santé mentale, le DSM-5, qui est comme notre Bible, là, si on veut, au niveau du diagnostic. Donc, eux, ils ont vraiment mis des critères. Donc, par exemple, ça prend 4 critères sur 9, 5 critères sur 10, par exemple. Puis, un niveau de détresse assez élevé. Puis, il faut que le fonctionnement de la personne soit altéré aussi. Donc, quelqu'un qui a de l'anxiété, mais qui fait sa vie quand même, que ça ne l'empêche pas de dormir, ça ne l'empêche pas de fonctionner au travail, puis que, ben oui, j'ai de l'anxiété de temps en temps, mais je vis avec puis je la gère bien, mais ça ne sera pas un trouble. Fait que pour avoir comme un trouble anxieux, il faut que l'anxiété elle soit assez élevée, donc au point que ça l'affecte vraiment, la vie de la personne souffre à cause de ça. Souvent, on va demander à la personne, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas cette anxiété-là. Plus la personne dit, ben là, j'accepterais l'offre d'emploi que je me suis fait proposer, je sortirais plus, j'irais en voyage, là, je m'empêche de sortir en voyage. Là, ça nous allume qu'on a peut-être plus à faire un trouble. Mais moi, je suis pas certain exactement où est-ce qu'il le classait. Mais moi, ce que j'avais lu dans un article de Radio-Canada, ça disait que c'était 1 Canadien sur 5. Mais il me semble qu'un Canadien sur 5, c'est quand même beaucoup. On est une population malade. Puis là, ça dépend aussi parce que si je ne me trompe pas, cette statistique-là, on parle de prévalence à vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est pas qu'en ce moment, il y a un Canadien sur 5 qui a un trouble, soit anxio-dépressif. Oui, mais c'était dans sa vie. C'est dans sa vie. Fait que dans le fond, c'est que dans sa vie, cette personne-là a rencontré les critères qui sont dans ce livre-là, le DSM. Donc oui, c'est tout à fait possible. Parce que on va tous vivre des hauts et des bas dans notre vie. Donc, la vie, c'est pas une... il y a des moments plus difficiles. C'est ça. Fait que c'est plus fréquent qu'on pense, en fait, d'avoir des passes plus difficiles. Et oui, des fois, au point... une dépression, c'est quand même assez fréquent. On parle que c'est la deuxième cause d'absentéisme au travail puis de retrait là, pour maladie au travail là, en ce moment. Donc... Mais, puis là... Est-ce qu'on voit que ça s'améliore ou, je ne sais pas si tu as eu la chance d'observer ça, mais est-ce qu'il y a une augmentation avec notre rythme de vie, avec tout ça, avec, on pourrait parler des détails de tout ce qu'on vit en société qui pourrait faire que ça pourrait toucher, mais est-ce qu'avec les années, on voit que ça augmente? C'est très difficile de dire. Oui, dans certaines statistiques, on voit que ça semble augmenter. Est-ce que les statistiques traduisent une vraie augmentation ou plus le fait que maintenant, on y porte attention puis qu'on évalue, les gens vont chercher de l'aide? Parce que le pourcentage de personnes qui vivent une problématique au niveau de santé mentale et qui vont chercher de l'aide, c'est pas la majorité. Donc, c'est moins de 50% de ces gens-là qui vont aller chercher de l'aide. Encore plus si on parle des hommes. Les hommes ont plus de difficultés parce que c'est plus tabou socialement d'aller chercher de l'aide. Donc, on commence à avoir plus de chiffres, mais peut-être que c'est quelque chose qui était là avant. C'est juste qu'on ne le voyait pas parce que les gens n'allaient pas consulter, tout simplement. C'est drôle parce que tu parles de tabou. J'ai pas imaginé que ça l'est encore aujourd'hui, en 2020. On s'en va en 2021. Ça l'est de moins en moins. Donc, on voit chez les jeunes hommes, sont plus ouverts au niveau des émotions. Donc, on l'entend moins, là. T'es un gars, faut pas que tu pleures, faut que tu sois fort, genre, arrête de t'en faire. Mais
dans certains milieux, chez certaines familles, c'est encore des messages qui sont véhiculés. Puis quand on parle des hommes un peu plus vieux, donc moi, par exemple, si je parle de mon expérience en thérapie, ben des hommes en haut de 40 ans, là, par exemple, là, quand on les voit en consultation, c'est parce qu'ils souffrent en tabarouette. Ils sont rendus vraiment au bout. C'est ça, qu'ils sont plus capables. Puis même qu'avec ces hommes-là, presque toujours dans la première rencontre. Moi, je sais pas si je crois à ça, là, la thérapie. Fait qu'on voit qu'il y a une petite résistance, mais ils en bénéficient tellement. Puis ils se rendent compte finalement que c'est pas dangereux, puis ça veut pas dire qu'ils sont faibles, mais en fait, ils sont très forts d'aller consulter, parce qu'aller consulter, c'est de s'asseoir avec sa souffrance, puis ça demande énormément de force. Mais oui, le tabou existe encore de moins en moins, on essaye de le combattre, mais il y a encore du travail à faire. La première partie, c'est de se l'admettre, dans le fond? Oui, ben c'est ça, c'est pas facile d'aller chercher de l'aide. Premièrement, il faut reconnaître qu'on n'est pas capable qu'on a de la misère à le gérer par nous-mêmes. Ça vient, tu sais, c'est la souffrance psychologique, c'est la souffrance qu'on voit pas. Fait que souvent, les personnes vont s'invalider, dire, ben là, ça existe pas parce que je le vois pas. Puis moi, souvent, je leur dis, mais si t'avais un bras cassé, là... Comme les fameuses publicités qui ont passé à un moment donné. Qui passait ça, ces publicités-là? En tout cas, je me souviens qu'il y avait des pubs, c'était le monde qui critiquait que la personne était malade, puis ils étaient tous dans le plat, tout ça, puis dans le fond, ils souffraient de maladies psychologiques. Là, ouais. C'est ça existe quand même. Puis même, tu sais, les recherches, ils regardent au niveau physique. La dépression, là, ça vient occasionner d'énormes changements dans le cerveau, mais aussi dans tout le corps. Ça vient désactiver notre corps, pas mal toutes les ondes. Donc, les personnes là, sont ralenties au niveau physique, puis c'est pas... c'est réel, là. Il y a vraiment des changements au niveau du cerveau. Puis on peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui est en dépression se remette sur pied en 2 jours, comme on pourrait pas s'attendre à quelqu'un qui a un bras cassé, que la fracture se répare en 2 jours. Donc, ça prend du temps, mais c'est possible. Puis quand on parle de temps, puis moi, je suis pas gêné de dire, j'en ai déjà fait une dépression, j'ai souffert d'anxiété pendant longtemps de ma vie, même jeune, là, j'étais anxieux au bout. Puis je peux dire, oui, ça fonctionne, j'ai eu des bons, mais il faut être des bons psychologues. Je pense que j'ai vu d'autres mondes que ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir été bien entouré. Mais à quoi j'en ai avec ça, donc? Ah oui, c'est ça. Puis le premier psychologue que j'ai vu, j'ai trouvé ça drôle, il m'a demandé, la première rencontre, il m'a dit, Jean-François, il dit, combien de temps tu penses que ça va prendre pour que tu te sentes mieux? Ben, j'ai dit, je sais pas, Puis il m'a dit 3 mois. J'ai dit, oh mon Dieu, 3 mois, c'est quand même bon, 3 mois, je m'attendais à 3 ans, ou je sais pas, Est-ce que vous êtes capable d'observer, savoir, que en majorité, les gens, là, ils peuvent se sentir mieux, ou, je sais pas s'il y a un niveau, à un moment donné, vous pouvez dire qu'il est officiellement guéri, mais le nombre de temps que peut prendre une thérapie, mettons? Ben, on peut voir avec les études, par exemple, un traitement pour une phobie spécifique, on voit qu'en dedans de 8 semaines, là, à une session par semaine, on obtient souvent, il y a des études qui ont démontré que la personne n'avait plus de phobie. Donc, un traitement de phobie spécifique, ça va assez vite. Oui, parce que l'exposition, c'est assez sérieux, là. Pour la dépression aussi, là, on parle de 10 à 15 rencontres peut-être. Pour avoir des gains, est-ce que la personne n'a plus du tout de symptômes dépressifs? Probablement pas. Mais on a quand même une bonne amélioration. Puis encore là, l'efficacité, c'est pas nécessairement de 100%. Les personnes vont réagir de façon différente. Moi, ce que j'observe, c'est que ça va beaucoup, beaucoup dépendre de si la personne va s'engager activement dans le suivi. Ce qui n'est pas toujours évident pour les gens en dépression parce qu'ils sont pas motivés, ils n'ont pas d'énergie. Donc, la dépression vient un peu jouer contre eux. Mais s'ils s'engagent puis ils font des exercices à la maison qu'on leur dit de faire, ça peut aller vraiment plus rapidement là, pour le traitement. Puis c'est intéressant, tu parles de ça, d'exercice à la maison, parce qu'on a encore l'image, je pense, de, tu t'en vas chez les psychologues, ça veut dire que tu t'assois dans... Ben, on a encore... Écoute, moi, j'ai entendu des cas où ça ressemblait beaucoup à ça, malheureusement, là. Mais c'est pas un cas de on s'assoit dans une chaise puis comme ça puis qu'on raconte nos problèmes pendant 1 heure de temps. Là, c'est plus complexe que ça. Là. C'est ça. Souvent, il y a des gens, quand ils arrivent dans nos bureaux, ils savent pas vraiment dans quoi ils s'embarquent puis ils pensent que je vais parler et c'est ça. Mais il y a vraiment une collaboration. Donc, nous, on dit souvent, le client, il est comme l'expert de lui-même puis le psychologue, il est expert des techniques, de la théorie, un peu plus un guide que c'est pas le modèle médical, là. C'est pas aller chez le médecin puis on donne une pilule ou un traitement. Donc, le client, il faut qu'il joue un rôle actif. C'est le facteur numéro 1 du succès thérapeutique. C'est si la personne, elle veut changer puis est motivée à le faire et elle s'engage dans le traitement. Et nous, mon approche, c'est pas toutes les approches qui sont comme ça, mais on va discuter de choses, on va parler d'affaires, mais... dans le fond, on veut des gains dans la vie quotidienne de la personne, mais pour qu'elle ait des gains, il faut qu'elle applique qu'est-ce qu'on a abordé, les outils qui ont été présentés. Un peu comme si on va en physio,
puis on n'applique pas nos exercices à la maison, mais on peut pas s'attendre à ce que notre blessure se répare. C'est la même chose en psychologie. Puis ça ressemble à quoi, mettons, des exercices que tu vas leur demander de faire? Là, c'est pas une histoire d'arriver à 1 heure, passer 1 heure, en tout cas, j'imagine pas, là, mais c'est pas des affaires qui vont prendre 1 heure par jour, mettons, ou des fois, ça peut être quand même simple. Ou des fois, ça peut, souvent c'est simple, ça va pas prendre énormément de temps de remplir l'exercice, mais ça demande de l'énergie souvent parce qu'il faut que les gens, ils pensent et qu'ils s'analysent un petit peu. Quand on parle de dépression, la chose qui marche le plus en ce moment au niveau de la psychologie, c'est ce qu'on appelle l'activation comportementale. Donc, ça a l'air simple, mais c'est assez compliqué pour ces personnes-là. C'est de prendre l'horaire. Donc, on analyse l'horaire ensemble, puis on commence à remettre des activités plaisantes, des activités sociales, des activités qui amènent un sentiment d'utilité dans la vie de la personne. On refait sa routine. Donc, on se couche aux mêmes heures, on mange à des heures régulières et tout ça. Parce que souvent, les gens en dépression, leur vie un peu est comme en morceaux. Fait que dans le fond, c'est comme restructurer un peu. Fait que si on en parle, puis que la personne elle met pas, elle fait pas les activités, elle remet pas ses activités en ordre dans sa vie, on a beau parler de... C'est un peu un mécanisme de maintien de la dépression, finalement, d'être inactif. Fait que si elle change pas dans son quotidien, malheureusement, le traitement sera pas efficace. Mais moi, une chose que je trouvais fascinante qui m'a parlé le même psychologue, là, en fait, il était peut-être psychiatre. Là. Il faudra parler ça tantôt de c'est quoi la différence psychologue-psychiatre, cette affaire-là. C'est pas toujours clair, mais moi, je sais pas. Mais il expliquait comme, tu sais, biologiquement, là, dans le cerveau, il se passe quelque chose. Là. Moi, il m'expliquait, je pense que c'était l'amygdale, ça s'appelle, qui était trop active, suractivée par les émotions et tout ça, puis que ça faisait en sorte que là, tu vis de l'anxiété à cause de ça. Puis les autres fonctions sont pas assez sollicitées. Fait que peut-être tu peux m'éclairer un peu sur qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau comme ça. Super intéressant. L'amygdale, c'est le noyau de la peur. C'est comme un petit noyau qui est dans ce qu'on appelle le système limbique qui gère les émotions. Puis l'amygdale, elle, c'est dans notre cerveau d'homme des cavernes, le cerveau reptilien. Puis elle, sa job, c'est qu'on survive. Fait que quand, par exemple, je suis phobique d'araignée, je vois une araignée, mon amygdale s'hyperactive. Puis ça fait danger, puis c'est là que l'amygdale, elle va envoyer des signaux à d'autres zones du cerveau qui vont sécréter des hormones qui vont faire que notre cœur va battre plus vite, qu'on va avoir le goût finalement de s'enfuir, comme un homme des cavernes qui verrait un gros tigre. Dans le fond, tout ce qui est instinct, le côté instinct de notre fonctionnement, dans le fond. C'est ça. Puis là, je pourrais pas, il va falloir que je t'interrompe pour ton explication, c'est pas parce qu'on arrive en mieux, ça fait déjà 28 minutes, mais je vous encourage à aller nous écouter à tvc.qc.ca ou sur notre chaîne YouTube ou encore on est sur Spotify, iTunes pour écouter le reste de l'entrevue. Si vous trouvez ça tout aussi intéressant que moi, puis je suis certain que ça l'est, je vous invite à nous suivre là. Merci. Fait que l'amygdale, c'est ça. Fait que ça, c'est tout le côté instinct. C'est ça. Puis effectivement, quand notre amygdale est activée, c'est pas le temps de réfléchir à là, est-ce que c'est vraiment dangereux ou ça l'est pas? Parce qu'au niveau de la survie, si je vois par exemple un auto passer qui arrive, puis je suis en plein milieu de la rue, là, c'est pas le temps de me demander, là, c'est une bonne idée de m'en aller. Non, tu t'en vas. Fait que ça désactive tout ce qui est fonction cognitive, comme la résolution de problèmes, la prise de décision, tout ça, c'est tu t'en vas de là parce que tu peux mourir si tu restes là. Puis là, quand ça, c'est trop actif, qu'est-ce qui arrive avec le reste de notre cerveau? Parce que dans le fond, de ce que j'en comprends, c'est que quand tu es anxieux, c'est que ça, il est toujours sollicité. Fait que ça devient quasiment permanent, quoi, que les autres fonctions sont comme je dis, pas moins présentes, mais ils fonctionnent moins bien, si tu veux. C'est ça. Ce qui va se passer, là, c'est que quand c'est de l'anxiété qui n'est pas adaptée, qui va être plus au niveau d'une pathologie, c'est quand l'amygdale va être activée quand il n'y aura pas de danger réel. Donc, on veut que notre amygdale soit là. On veut réagir au danger. Chez quelqu'un qui vit de l'anxiété non adaptée, la personne va être anxieuse même s'il n'y a pas de danger. Donc là, en ce moment, on perd la fonction de notre amygdale parce que là, c'est pas le temps d'être stressé, c'est le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir vivre notre vie d'une façon non anxieuse. Donc, dans le fond, avec ces gens-là, l'exposition permet de calmer l'amygdale, mais aussi de volontairement aller requérir nos fonctions cognitives pour se rassurer nous-mêmes par rapport à la peur. Puis, est-ce que c'est de là ce qu'on veut, entre autres, introduire de la méditation? Ou est-ce qu'on fait travailler ces autres parties-là? Parce que je pense que la méditation devient de plus en plus présente dans le traitement psychologique, si je me trompe pas. Moi, c'est là que j'y ai été introduit. Puis, ce que j'en comprends, c'est qu'on fait travailler justement les autres parties de notre cerveau puis calmer l'amygdale en même temps. Oui, la méditation va venir un peu... Dans le fond, l'amygdale, elle vient activer notre système nerveux sympathique.
Donc, tout ce qui est battement du cœur plus vite, respiration et tout ça. Et la méditation, elle, les études montrent que ça a le pouvoir d'activer notre système nerveux parasympathique qui a une fonction plus de calme, justement antagoniste là, du système nerveux sympathique. Donc, ça peut être utile, tout ce qui est relaxation aussi, méditation, pour calmer dans les moments de stress. Et de faire, dans le fond aussi, on parle beaucoup, ce qui est beaucoup, beaucoup populaire, c'est la méditation pleine conscience. Ouais. Donc, dans le fond, cette méditation-là, c'est un peu un focus attentionnel. Donc, arrêter d'être dans nos pensées anxiogènes et d'être dans le moment présent. Et en étant dans le moment présent, ben surtout, c'est super utile pour les gens qui se font des scénarios catastrophiques, qui appréhendent le futur. Ben là, quand on est dans le moment présent, le futur n'existe plus. Donc là, ça les calme. Ça peut être utile. Ce qui arrive avec les troubles anxieux, pour l'anxiété comme plus normale, là, l'anxiété occasionnelle, c'est bien comme pour se calmer, mais dans les troubles anxieux, souvent, ça ne sera pas suffisant parce qu'il y a des mécanismes psychologiques en arrière qui expliquent pourquoi le trouble anxieux est là. Par exemple, une phobie, on ne pourrait pas traiter une phobie avec la méditation pleine conscience parce que l'association phobique va être là quand même. Ouais. Donc, on va utiliser, par exemple, l'exposition. Mais la méditation, c'est un bon outil pour aider la personne à gérer son anxiété au quotidien. Est-ce que ces troubles-là, est-ce que la génétique joue un rôle? Oui. On ne sait pas encore exactement dans quelle proportion. Ça va varier beaucoup d'un trouble à l'autre. Par exemple, pour un trouble anxieux, on va parler d'environ peut-être 30%. Okay. Qui est l'hypothèse. Par exemple, pour la schizophrénie, ça prend absolument la vulnérabilité génétique. Okay. Donc, quelqu'un qui n'a pas ces gènes-là va pas développer de troubles psychotiques où c'est très, très, très rare. Donc, ça dépend des troubles. Puis souvent, même dans le cas de la schizophrénie, c'est pas parce qu'on a les gènes qu'on va la développer. Donc, on parle du modèle qu'on appelle diathèse-stress. Diathèse étant la vulnérabilité génétique, puis le stress, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre environnement. Donc, il va venir activer les gènes. Donc, par exemple, souvent, quand on parle de schizophrénie, ça va être activé par des événements stressants, par une consommation de substances, de drogues. Il va y avoir quelque chose qui va venir activer la maladie, mais ça se peut qu'elle soit jamais activée non plus, même si la personne a la vulnérabilité. Autre que la schizophrénie, y en a-tu d'autres comme ça? La bipolarité aussi, tout ce qui est trouble bipolaire. La dépression aussi, quand même assez associée là, avec la génétique. Donc, quand on voit qu'il y a beaucoup de maladies mentales dans la famille, souvent, on va toujours l'évaluer, en fait, quand on évalue quelqu'un. Mais chaque trouble a quand même au moins une petite part là, génétique, mais aussi une part environnementale. Une autre chose qui me rejoint beaucoup, c'est on lit de plus en plus sur l'anxiété et le stress chez les enfants. Tu sais, moi, à mon sens, être enfant, tu devrais être innocent, puis tu sais, être dans le plaisir, puis t'amuser, puis là, j'ai pas de chiffres, là, tu sais, que j'ai pris en note, quoi que ce soit, mais je me souviens d'avoir lu des articles qui disaient que c'était de plus en plus présent. Je me dis, OK, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait à nos enfants? Pourquoi est-ce que les enfants vivraient plus de stress puis d'anxiété? Parce que oui, OK, certains... Si j'y repense, peut-être que j'ai dit tantôt, tu sais, j'étais un enfant qui était anxieux, mais la plupart du temps, je te dirais, tu sais, je m'amusais, c'était ça, être un enfant, tu sais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a-tu changé quelque chose? Ou c'est quoi? Pourquoi les enfants seraient si anxieux? Bien, c'est sûr qu'au niveau de la société de performance, la pression de performer à l'école, par exemple, si on est dans une école qui met beaucoup l'accent sur la réussite scolaire ou avec des pairs, tu sais, les amis qui sont aussi beaucoup dans cette culture-là de performance, ça amène une pression à l'enfant. Puis si les parents aussi vivent cette culture de performance-là, bien, l'enfant, c'est une éponge. Fait que si, moi, en tant que parent, je vis de l'anxiété, bien, mon enfant va m'observer être anxieux. Puis le message que j'envoie à mon enfant, c'est que le monde est dangereux, puis qu'il faut avoir peur. Donc, en tant que parent, on a un énorme rôle à jouer aussi dans l'anxiété. Si nous-mêmes, on est anxieux, encore une fois, il y a une partie aussi génétique de notre enfant va être plus vulnérable à l'anxiété. Et l'enfant est une éponge, donc si on le met dans un contexte où l'enfant doit performer, qu'on donne pas de pause à notre enfant, qu'on lui fait faire 1000 activités, cours de piano, cours de danse, cours, etc., ça aussi, dans le fond, l'enfant, il est tout le temps surstimulé. Donc, ça peut susciter de l'anxiété. OK. Ça pourrait favoriser ça. Est-ce que de donner, puis je pense aussi, j'avais vu ça, c'est de donner plus de temps de jeu libre, c'est une façon, entre autres, d'un peu désamorcer ça? Oui, parce que, tu sais, d'apprivoiser le temps sans une surstimulation, c'est super important.
par exemple, les tablettes, le temps de jeu, de limiter, c'est aussi quelque chose qui peut être favorable parce que quand on est sur une tablette, même en tant qu'adulte, on le voit aussi, notre cerveau est tout le temps stimulé. Puis après ça, peut-être que vous pourrez faire l'expérience, mais de passer comme énormément de temps sur une tablette, puis après ça, d'essayer juste d'être assis dehors à rien faire, on dirait qu'il manque quelque chose. Hein? Ouais. Ben, les enfants, c'est la même chose. Donc, ça vient comme les habituer à être surstimulés. Puis là, quand ils n'ont plus de stimulation, ben là, ça peut créer de l'anxiété parce que justement, là, il ne se passe rien. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, de garder ces temps-là, ça peut être super bénéfique. Mais je peux t'en témoigner 2 exemples facilement, mais je suis sûr que tout le monde en a, là, mais moi, je me suis rendu compte à un moment donné, je sais pas, là, j'étais plus sur mon téléphone, I guess, hein. Puis quand je suis arrivé à prendre un livre puis lire un livre, ça m'a frappé à quel point j'avais de la difficulté à juste poursuivre ma lecture. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que, j'ai trouvé ça le fun puis pas le fun en même temps, mais il y a là tu sais, ma fille, elle est à l'adolescence, fait que nécessairement elle est plus sur les médias sociaux, même si on essaie un peu d'encadrer ça, mais elle-même, elle a fait le constat, puis c'est une petite fille qui aime beaucoup lire. Elle lit des livres à tonnes depuis plusieurs années. Puis à un moment donné, elle est arrivée, puis elle prend un livre, elle dit hey, là, ça fait longtemps que j'ai pas lu, papa. Elle dit je vais lire tel livre. T'sais. Puis elle est vraiment venue me voir à un moment donné, puis elle m'a dit papa, j'ai de la misère à rester concentrée sur mon livre, j'ai jamais vécu ça. Puis là, j'ai dit justement, justement, il y a des articles qui parlaient de ça. Donc, c'est très vrai. Là. C'est pas juste du chiolage de la vieille génération contre la technologie d'aujourd'hui. Là. Ça a été étudié. Là. C'est ça. La technologie, c'est super. Là. Ça nous facilite la vie pour beaucoup de choses. C'est vraiment de se questionner sur notre utilisation puis de voir les impacts que ça a. Parce que dans le fond, c'est comme au niveau de l'activation, c'est que ça nous active tellement, on est tellement stimulé qu'on est habitué d'être comme à ce niveau-là, par exemple, tout le temps. C'est comme rendu notre nouveau normal, alors que, l'homme des cavernes ou nous, avant la technologie, on était habitués d'être plus bas. Fait que là, dans le fond, la différence entre nous avec la technologie puis dans le calme avec un livre, par exemple, pour le cerveau, c'est comme une grosse chute de dopamine là, dans notre cerveau. Là, le cerveau, lui, il se dit, là, c'est plate. Mais c'est ça, ouais. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de la dopamine parce que ce que j'en comprends, c'est que chaque fois que tu vois quelque chose de nouveau, ça va te stimuler avec de la dopamine. Puis ça, la dopamine, c'est quoi encore? C'est l'hormone de... C'était ça, c'est un hormone qui joue beaucoup au niveau attentionnel. Okay. Ça va, comme tu dis, quand on voit quelque chose de nouveau, c'est que ça capte notre attention. Okay. Il y a comme un seuil de dopamine qu'on veut atteindre pour que notre attention soit focalisée. Puis aussi, c'est le système de récompense. Donc, avoir du plaisir. Là, c'est comme avec YouTube, les jeux vidéo, ça vient faire qu'on a... Tu sais, c'est designé. Donc, la façon que c'est construit, les jeux vidéo, ça te donne des récompenses là, rapidement. Ouais, les fameuses 3 petites étoiles que tu atteins, puis là, tu peux aller acheter des gugus pour ton jeu. Tu sais, on est tout le temps... Notre système de récompense est tout le temps sollicité. Puis là, quand on arrive avec un livre, et où sont où mes 3 étoiles? Ouais, c'est ça. C'est ça qui se passe. Wow! Puis là, comment est-ce qu'on fait pour pallier à ça, dans le fond? Bien, c'est de se questionner un peu. C'est sûr que les enfants, eux autres, ils ont besoin du support des parents pour un peu les aligner là-dessus, parce que l'enfant, lui, ça va. Tu lui donnes l'opportunité d'avoir plein de dopamine, c'est juste ça qu'il veut. Mais en tant qu'adulte, c'est de voir, OK, de s'observer les journées qu'on est plus sur nos appareils, les journées qu'on est moins, puis voir est-ce que, comme quand je passe trop de temps sur mes appareils, après, c'est plus difficile de relaxer, c'est plus difficile de profiter du moment présent sans être trop stimulé. J'ai même vu des cas de personnes qui font ce qu'ils appellent des cures de dopamine. Donc, pendant une couple de jours, ils se coupent de tous les réseaux sociaux, des films, de toutes les sources de dopamine trop élevées, la musique, les podcasts et tout ça, pour comme remettre un peu leur cerveau... à zéro, si tu veux. Fait que sans nécessairement avoir besoin de faire ça, mais de se donner des temps d'arrêt, des temps de jauger un peu, de pas tout le temps être sur nos appareils, de pas tout le temps être stimulé, d'avoir un peu de calme. Ça permet d'être moins addict, d'être moins dépendant, si on veut, de toutes ces sources-là de récompenses là, autour de nous. Pour ce qui est de l'anxiété chez les jeunes, quand est-ce qu'il faut, comme parent, s'en préoccuper ou s'inquiéter? Là, parce que souvent, des fois, on va un peu utiliser le mot, pas anxiété, mais on va dire genre, je suis anxieux de telle chose, mais t'es pas nécessairement anxieux. Je pense que t'es juste stressé. Par exemple, je sais pas, moi, t'as un exposé à faire, tu vas dire, je suis anxieux. OK, c'est peut-être plus juste du stress. Fait que je me demande, c'est quoi les signes qu'on peut voir là, chez un enfant pour dire, OK, mais là, c'est vraiment de l'anxiété, puis que je pense qu'il faudrait vraiment consulter ou faire quelque chose pour l'aider. Hein. Mais l'anxiété, c'est l'émotion.
Fait que dans le fond, un enfant qui dit « je suis anxieux pour ça », c'est vrai. Il est anxieux parce que l'anxiété, finalement, c'est la perception d'une menace. C'est dire, si mon enfant me dit qu'il est anxieux par rapport à une présentation orale, ben ça veut dire qu'il a peur, il trouve que c'est menaçant. C'est que dans le fond, c'est la différence entre l'anxiété qui est plus pathologique puis l'anxiété qui est normale. Parce que l'anxiété, fait que, de normaliser, premièrement, l'anxiété, faire, ben oui, c'est vrai que c'est anxiogène de faire une présentation orale, c'est quand notre enfant, par exemple, ça va prendre toute la place. Qui va s'empêcher de faire des choses parce qu'il est trop anxieux, parce qu'il est trop en détresse. Là, ça peut être un indice en tant que parent que c'est peut-être plus problématique. Mais si l'enfant, il y a des enfants plus anxieux, mais c'est de l'encourager, de le rassurer d'une part, de dire comme, oui, OK, t'es anxieux, mais c'est pas dangereux, comme je suis là pour toi. Puis de l'encourager à affronter sa peur d'une façon sécuritaire, mais d'être là en soutien quand même. Il faut créer un contexte sécurisant pour que notre enfant se sente confiant d'aller explorer son environnement puis d'affronter ses peurs. Fait que d'aller doucement puis tout le temps laisser le contrôle à notre enfant. Un peu quand on fait de l'exposition, c'est pour ça qu'on garoche pas quelqu'un dans un placard avec une araignée. De la même façon que notre enfant a peur de la présentation orale, ben tu le mets pas, tu le pousses pas de force, c'est ça. Tu l'amènes à se sentir en sécurité pour y aller graduellement. Puis si malgré ça, l'enfant vit encore beaucoup d'anxiété, tout le temps des mal de ventre, parce que souvent les enfants, ça va sortir plus de cette façon-là. L'enfant n'aura peut-être pas les mots. Ben là, à ce moment-là, ça peut être peut-être l'occasion d'aller chercher de l'aide d'un professionnel. Des fois, justement, il y en a qui vont être plus hésitants avec de l'aide professionnelle parce qu'ils ont peur un peu de la médication. Puis il y a un temps, je pense qu'en psychologie, là, quand on a découvert un peu je me souviens pas c'est quoi les types de médicaments, là, mais les fameux antidépresseurs, dans le fond, là, ou les médicaments pour l'anxiété, qui étaient très populaires. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu plus une tendance où est-ce qu'on va faire d'autres choses aussi avant de s'en aller vers la médication. Est-ce que je me trompe? Oui, puis tu sais, ça dépend aussi des approches. Donc, nous, en psychothérapie, on ne peut pas prescrire de médicaments. Donc, de consulter un psychologue, un psychothérapeute, ça ira pas vers la médication parce que c'est pas notre travail. Les médecins, eux autres, vont plus agir au niveau de la médication. Fait que c'est important pour le parent de savoir qu'il y a plusieurs options. S'il y a des parents qui sont plus à l'aise d'essayer des options qui sont pas médicamenteuses comme la psychothérapie, puis si jamais c'est pas suffisant d'aller vers les médicaments parce que les médicaments, ils ont quand même été étudiés puis montrés comme étant efficaces dans beaucoup de problématiques. Par contre, il y a d'autres approches qui sont efficaces aussi. Donc, je pense que c'est important que les parents soient au courant de ça avant de prendre leur décision. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que souvent, la médication va être efficace le temps que la médication est prise. Mais quand on enlève la médication, les symptômes reviennent. Pas toujours. Des fois, les dépressions, ça va être bon le temps que la dépression est là. Puis après ça, la personne arrête de prendre des antidépresseurs puis ça s'en va. Pour l'anxiété, souvent, quand c'est un trouble anxieux, encore une fois, il y a des mécanismes psychologiques en arrière. Et en psychothérapie, on vient traiter la cause de ça. Ce que les médicaments font pas, malheureusement. Ouais, je pourrais voir ça un peu d'une façon que c'est un peu un plaster qui peut aider temporairement, mais si tu fais pas autre chose en même temps, c'est ça. Les chances de t'en sortir sont moindres. On en voit des gens qui vont prendre la médication puis qui vont être totalement satisfaits avec ça puis sont à l'aise de prendre la médication pour une longue durée de temps puis ça les aide et c'est correct aussi. C'est vraiment un choix personnel aussi des coûts-bénéfices un peu associés aux différentes approches. Tant que tu as le sujet de médication, un autre médicament qui fait beaucoup les manchettes, là, c'est le fameux Ritalin pour les enfants. Il y a 1 an ou à peu près, si je ne me trompe pas, parce qu'il y avait un article qui disait où est-ce qu'il y avait, je pense, une 60aine de pédiatres qui avaient demandé à Québec, il faudrait faire une commission d'enquête pour voir si ils croient sincèrement qu'on surmédicamente les enfants. Je pense que c'est le groupe de 6 à 12 ans. C'était 14% des enfants de 6 à 12 ans recevaient une médication pour un trouble de TDA, alors que le reste du Canada, c'est 5%. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter dans ce sens-là ou est-ce que, peut-être qu'on fait pas, je sais pas, peut-être qu'on justement on passe pas par un psychologue pour avoir d'autres approches avant puis voir si c'est vraiment la cause plutôt que d'aller peut-être chez le médecin de famille qui va être plus tendance à prescrire directement. Oui, effectivement. Moi, je suis pas médecin. Donc, je vais parler plus de... Je ne suis pas dans le cabinet du médecin, mais je vais parler plus de mon expérience, de ce que j'ai entendu auprès des parents, auprès de ce que j'ai vu autour de moi. Donc, premièrement, le TDAH, c'est un vrai trouble. Là. Ça existe. Il y a des fois, il y a des gens qui disent « parce que c'est trop prescrit, ça ne doit pas exister, c'est une
à la limite d'une conspiration. Non, ça existe, un vrai trouble qui peut amener des difficultés de fonctionnement quand même majeures là, chez les enfants. Puis chez certains enfants, d'avoir cette médication-là, ça peut faire la différence entre un échec scolaire et une réussite et d'avoir un parcours scolaire avec beaucoup moins d'embûches. Par contre, chez beaucoup d'autres enfants, effectivement, il peut y avoir du surdiagnostic et c'est ce surdiagnostic-là, finalement, qui entraîne une surmédicamentation. Ce que je veux dire par là, c'est que on va évaluer les symptômes. Donc, est-ce que l'enfant est inattentif, a de la misère à suivre en classe? Est-ce que ce symptôme-là veut nécessairement dire que l'enfant a un trouble déficitaire de l'attention? Pas nécessairement. Il faut investiguer. Donc, ça peut être l'anxiété. L'anxiété, là... C'est très proche des symptômes du TDA. Effectivement. Puis un enfant anxieux, là, il n'a pas la tête à être concentré. Il est en train de penser à son anxiété. Un enfant qui vit de l'intimidation à l'école, un enfant qui vit des problèmes au niveau familial aussi, va avoir plus de difficultés à se concentrer à l'école, par exemple. Il peut avoir une variété d'autres causes aux symptômes qui vont être associés au TDAH. Donc, le danger, ce serait d'évaluer seulement les symptômes et de poser un diagnostic selon ce que rapporte, par exemple, le parent. Bien, mon enfant, il est inattentif, il perd ses choses, il coupe beaucoup la parole et des choses comme ça. Et de se limiter seulement à ça. Donc là, c'est là qui est un peu plus le danger parce qu'on n'a pas assez exploré les autres causes possibles. Les évaluations, par exemple, neuropsychologiques, viennent vraiment mesurer l'attention. Donc, on vient vraiment spécifiquement voir est-ce que c'est l'attention le problème ou c'est d'autres facteurs. Donc, ces évaluations-là sont assez fiables, permettent d'aller vraiment en profondeur, puis on va évaluer toutes les fonctions cognitives, finalement, de l'enfant pour venir dire est-ce que c'est vraiment l'attention le problème ou c'est autre chose. Le problème avec ces évaluations-là, c'est qu'au public, ça prend des années avant d'avoir accès à ces évaluations-là. Et donc, un enfant qu'on soupçonne un TDAH ou n'importe quelle autre difficulté d'apprentissage, à, par exemple, 5 ans, ben ça sera peut-être pas avant 8 ans qu'il va avoir son diagnostic. Et on sait que le diagnostic va mener à des services. Donc, c'est peut-être pour ça que certains médecins vont diagnostiquer assez rapidement pour que l'enfant puisse bénéficier de services. Donc, c'est plus qu'un problème au niveau des médecins, c'est un problème un peu au niveau de la société, au niveau de l'accessibilité des services parce que sinon, ça peut coûter là, en haut de 1 500 $ avoir une évaluation neuropsychologique pour un enfant, pas accessible à tout le monde. C'est clair. Mm-hmm. Puis, je veux revenir aux technologies, puis pas nécessairement par rapport aux enfants, mais en général, en société... Parce que là, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ce documentaire-là. On dit que notre appareil va nous distraire, notre téléphone, tu disais tantôt, ça va nous distraire, iPad, télévision, whatever. Puis là, je regardais, je ne veux pas mélanger Japon ou Chine, je suis plus certain c'est la Chine. Parce que c'est vrai, c'est la Chine, où est-ce qu'ils sont rendus avec leur tablette, où est-ce que leur tablette est suivie, puis là, ils ont des caméras qui suivent les gens, puis où est-ce qu'ils vont pouvoir dire... d'après tes achats, d'après tes déplacements, d'après ce que tu fais en communauté, si tu es un bon citoyen ou non. Donc, tu es constamment comme évalué. Là, tu reçois des points, là, tu as des récompenses. T'sais. Puis ensuite de ça, tu peux utiliser ces points-là, pour exemple, tu prends l'autobus, des choses comme ça. Je me dis, si un appareil te distrait, imagine si tu passes ton temps à être regardé et observé dans tes comportements. Il me semble que ça peut pas être sain pour l'esprit, ça. Ben moi, le danger que je vois à ça, c'est que les gens vont plus prendre des décisions selon leur propre aiguille morale, là, si on veut. C'est quoi, moi, ma définition du bien puis du mal, mais plus, oh mon Dieu, est-ce que je vais avoir une réprimande ou une récompense? Donc, au niveau de la moralité... c'est quoi le... Pavlov. Mais oui, tu sais, ça l'amène, OK, ben je vais le faire parce que je vais avoir une récompense, puis je le ferai pas parce que je vais être puni. Au niveau du fonctionnement moral de l'individu, on vient de perdre un peu un niveau d'autonomie, là, si on veut, là-dedans, puis d'avoir une vraie moralité interne du sens du bien et du mal. Et aussi, ben l'être humain a besoin de liberté, a besoin d'autonomie, puis en faisant ça, de se sentir constamment surveillé, ça l'amène à un stress, là, puis ça l'amène à... Ça me semble, là. T'es comme plus ta propre personne, hein, quelque part, là, tu sais, t'es constamment... Puis tu peux le voir, les gens, on change notre comportement nécessairement quand on est observé, là, même juste... Moi, je peux dire que quand je suis devant les caméras, on dirait que j'essaie d'être le plus authentique possible, d'être moi-même autant que possible, mais c'est pas nécessairement toujours facile, là. Ben non, parce qu'on sait. Là. C'est ça. Non, effectivement, puis de pas avoir de pause, là, finalement, là, qu'à chaque jour, ça soit comme ça. Ouais.
spécial. J'ai hâte de voir, tu sais, à long terme, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va. Espérons que ça se rende pas ici, là. Oui. Je vais espérer que ça reste là en Chine. Une chose que tu avais parlé quand on avait fait des enregistrements à Question Santé, c'était le fameux lâcher prise. On entend parler, là, tu sais, il y a même un livre que j'ai vu quelqu'un lisait dernièrement, c'était comme l'art de s'en foutre, quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi lâcher prise? Parce que c'est ça que tu avais dit aussi à l'émission, c'est il y a lâché prise, puis on dirait il y a abandonné aussi, là, puis nécessairement, je pense que l'abandon, c'est pas nécessairement une bonne affaire, là, d'abandonner un truc. C'est quoi la différence? Ça veut dire quoi lâcher prise? Donc, lâcher prise, c'est quand on se rend compte qu'on n'a pas de contrôle sur une situation. Par exemple, moi, j'aimerais ça aller à la plage aujourd'hui, mais il pleut. Fait que d'être fâché contre la pluie, d'aller quand même à la plage. Contre la neige à l'hiver. À l'hiver, tu sais, est-ce que ça va changer le fait qu'il pleut? Est-ce que ça va changer le fait qu'il va neiger? Non. Donc là, tu sais, de lâcher prise, c'est pas d'abandonner. Abandonner, c'est quand j'ai du contrôle puis que je peux atteindre mon objectif, que c'est possible, puis que là, j'arrête d'être persévérant, ben là, c'est plus abandonner. Mais quand c'est impossible d'atteindre mon objectif, qu'il n'y ait pas de pluie aujourd'hui, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement, c'est ça. De continuer, ça serait pas d'être persévérant. Ça serait s'acharner, ça serait s'obstiner contre la réalité. Donc, lâcher prise, c'est de reconnaître l'état de la réalité dans le moment présent. Donc, c'est pas de dire « Oh mon Dieu, il pleut aujourd'hui, donc tout le reste de ma vie va pleuvoir, puis ma vie va être pas belle à cause de ça. » C'est de se dire « Aujourd'hui, il pleut. Je pourrais pas aller à la plage. » C'est la réalité. Mais je vais... Ensuite de ça, une fois que j'ai lâché prise, c'est que ça me permet de prendre toute l'énergie que j'aurais mis à me fâcher puis de la mettre dans une activité que je vais pouvoir faire aujourd'hui puis rendre ma journée plus belle. Fait que, OK, je peux pas aller à la plage, mais je vais me faire une journée où j'écoute les films de ma liste de films à écouter puis je vais passer quand même une belle journée. Mais pourquoi c'est si difficile? Parce qu'il y en a, je me souviens, aujourd'hui, je suis capable de le faire. Puis c'est-tu la pratique, mettons, de le faire qui fait que ça devient plus facile? Énormément. C'est difficile parce que c'est de s'admettre qu'on n'a pas de contrôle sur quelque chose. L'être humain n'aime pas ça. Parce que quand je contrôle pas quelque chose... On résiste à ça, hein? Quand je contrôle pas quelque chose, ça peut être vu comme un danger. Le besoin de contrôle vient d'un désir de se protéger. C'est pour ça que j'ai peur de l'avion. C'est ça, c'est pas le contrôle. Je contrôle pas l'avion. C'est ça. Mais même chose pour le lâcher prise, fait que de se dire, OK, j'ai pas le contrôle là-dessus, c'est comme un peu d'être vulnérable, par rapport à la vie. C'est d'accepter ça. Puis ensuite de ça, lâcher prise, il y a des gens, ils vont dire, OK, il faut que tu le fasses une fois, puis t'as lâché prise. Non, là, tu lâches prise pendant quelques minutes, là, ça se peut que tu aies une autre pensée de, hey, ça a vraiment pas d'allure aujourd'hui. Puis là, tu recommences à t'obstiner, puis là, tu t'attrapes à t'obstiner, tu fais OK, là, je suis encore en train de me battre contre la réalité. Fait que je retourne vers mon lâcher prise. Puis là, tu sais, c'est un peu comme une balle là, qui rebondit. Puis ça demande un effort. C'est ça, c'est un choix conscient. On lâche pas prise comme ça. Il y a des gens qui ont peut-être plus de facilité, mais souvent, de s'obstiner, c'est un peu le hamster qui roule tout seul. Fait que de choisir de lâcher prise, ça prend de l'énergie. Il faut s'engager dans cette action-là, puis il faut recommencer. Donc, mais l'anxiété, là, c'est pas ça aussi, je reviens à l'anxiété, mais le hamster qui tourne, il me semble qu'on dirait qu'on est porté, notre réflexe, c'est quasiment tout le temps d'aller dans nos pensées pour essayer de régler des affaires. C'est ça. Puis c'est encore une autre façon d'essayer d'avoir le contrôle. C'est quand on est dans nos pensées, surtout les gens, par exemple, ils vont se faire des scénarios par rapport au futur, des scénarios catastrophes. Bien, dans leur tête, souvent, ils se disent « Je suis en train de planifier. » Là, je suis en train de me préparer au pire. Puis les gens, ils se disent, si je prépare le pire maintenant, quand le pire va arriver, je vais moins souffrir. Les études montrent que c'est faux. C'est pas parce qu'on s'imagine le pire, émotionnellement, on n'est pas plus préparé. Quand le pire arrive, ça fait mal. Donc là, ça peut être jumelé un peu avec la méditation dont on parlait tantôt. Mais quand je m'attrape à avoir des scénarios catastrophiques, puis là, c'est de me poser la question, est-ce que je peux faire quelque chose en ce moment pour empêcher ce scénario-là? Par exemple, il y a des gens qui vont être très, très anxieux par rapport à la santé de leurs proches. « Ah mon Dieu, mais là, peut-être que mon gendre qui travaille dans le système de la santé va pogner le coronavirus, par exemple. » Bien, moi, en tant que madame, là, est-ce que je peux faire quelque chose en ce moment pour empêcher ça? Non. Fait que là, à ce moment-là, le lâcher-prise est super utile. Puis ensuite de ça, on peut utiliser les stratégies de méditation pleine conscience pour partir de ces pensées-là, puis revenir dans le moment présent, faire... Ça me sert à rien de m'aligner dans ces pensées-là. Je vais focusser mon attention sur le moment présent pour baisser mon anxiété, finalement. Mais puis de la même façon, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça améliore l'attention aussi, de te ramener dans le présent. Parce que c'est pas... Tu sais, des fois, c'est des scénarios catastrophiques, c'est pas des choses qui font vraiment peur, mais des fois, c'est des banalités. Moi, des fois, juste pour préparer une émission, là, je vais y penser. Des fois, je m'attrape à y penser, puis à y penser, puis là, je suis OK,
sais, je vais être à la maison, mettons, faire ma vaisselle, c'est pas le temps de penser à ça, ça ne donne rien. Là. C'est ça. Tu as mis le doigt dessus, c'est vraiment... revenir à ce que je fais. Là, c'est ça. En ce moment, c'est-tu utile? Comme ça donne-tu quelque chose? Non. Puis, tu sais, il y a d'autres stratégies. Par exemple, des fois, les gens, ça va être avant de dormir, ils vont penser demain, il faut que je fasse ça. Puis ça. Ben, tu sais, de juste l'écrire. OK. Puis là, OK, je l'ai écrit, là, ça sert plus à rien que j'y pense. De l'extérioriser sur papier, des fois, ça peut être une bonne façon aussi là, de lâcher prise. Puis tu vois, ça me fait penser que, parce que souvent, tu entends le monde dire « Ah, faut être dans le moment présent ». Là, ça sonne un peu... je sais pas, là, voodoo, ou je sais pas quoi, tu sais. Mais en fait, c'est ça, être dans le moment présent, c'est de s'attraper quand on l'est pas présent, justement. Puis ça se fait pas tout seul, puis on a tous des activités qui nous amènent à se sentir dans le moment présent. Par exemple, cuisiner, faire des rénovations, faire du sport. Des activités où c'est facile, que quand on sait quand on fait cette activité-là, ça nous amène à nous centrer sur nos actions en ce moment. Plus difficile quand on est juste assis à rien faire. Là, souvent, c'est là que notre tête part. Donc, ou faire quelque chose de plate. Faire quelque chose de plate. Puis quand on est anxieux, c'est ça. Puis quand on est anxieux, encore pire. Même quand on n'est pas anxieux, on a tendance à être dans nos pensées. Fait que quand il y a quelque chose de menaçant là, qui se passe autour de nous, nos pensées vont aller directement là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est un peu un muscle, l'attention, de la rediriger. Puis la méditation pleine conscience, ça l'apprend à focusser, pas nécessairement sur l'activité qu'on fait, ça peut être sur notre respiration, sur nos sensations, ça peut être sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. Dans nos sens, dans le fond. C'est ça, nos sens, utiliser nos sens pour se grounder, si on veut, dans le moment présent. Puis ça nous permet de prendre une distance par rapport à nos pensées, parce que c'est un peu ça aussi le danger, c'est que nos pensées, c'est comme, une vague, puis on est comme dans la vague. Ouais, là, on la surfe, mettons. C'est ça. Puis même, on la surfe pas, on est comme dedans. Puis la méditation, en fait, c'est de... La pleine conscience qu'elle nous amène à faire, c'est de sortir de soi puis de s'observer. Faire, OK, là, je suis en train de penser, un peu comme tu as fait en pensant à l'émission. OK, là, je suis en train de penser à l'émission, puis je suis pas dans le moment présent. Donc, juste de faire ça, ça demande un détachement par rapport à ses pensées. Puis ensuite de ça, de faire le choix de mettre son attention sur le moment présent. Fait que c'est de pas s'accrocher. Tu sais, les pensées sont correctes, on se juge pas des avoirs. On se dit, OK, ben, j'ai cette pensée-là, mais je fais le choix de pas plonger dedans. Et c'est drôle, il y a quelqu'un justement à l'émission aussi qui m'avait donné un truc pour se grounder rapidement, des fois, quand tu arrives à un moment de stress, là, puis tu nous diras ce que tu en penses, mais c'était comme, observe autour de toi, puis identifie 5 choses que tu peux voir. Fait que là, je pourrais dire, mettons, moi, je serais stressé de faire mon entrevue, puis c'est pas le cas, mais je vais dire, bon, OK, il y a un verre d'eau sur la table, il y a une caméra là, il y a un globe, tout ça. Puis ça te ramène dans l'espace présent, là, tu sais. Oui, c'est une technique qu'on peut utiliser. Même, on peut aller avec 5 choses que tu vois, 5 choses que tu entends, 5 choses que tu touches, 5 choses que tu 5 choses qui vont solliciter tes sens. Tous tes sens, puis ça permet de partir. Souvent, on va l'utiliser avec des personnes qui vivent du stress post-traumatique, qui ont tendance à avoir des flashbacks, puis on va même appeler ça de la dissociation. Là. Ils partent dans leurs souvenirs, puis c'est comme de ne pas être dans le moment présent à l'extrême, si on veut, parce que les autres sont plus... ils revivent leur trauma. Là. Fait que là, avec la technique de grounding, ça leur permet de prendre une distance par rapport à ces expériences traumatisantes qui leur reviennent en tête, mais ça peut être utilisé avec toute personne qui se trouve pas assez dans le moment présent là, aussi. Une chose qui n'est pas évidente aussi quand tu veux être dans le moment présent, c'est les émotions. Quand tu vis quelque chose de difficile, j'aimerais ça t'entendre sur comment gérer, dans le fond, une émotion quand ça arrive. J'avais entendu une dame expliquer qui est une psychologue elle aussi, elle disait faut comprendre qu'une émotion c'est temporaire, ce n'est pas permanent. Puis je trouve que des fois, puis là, tu sais, comment la vivre, dans le sens que souvent, des fois, quelqu'un qui va vivre une émotion, on va dire, il faut que tu vives tes émotions. Mais on dirait qu'il y a comme un danger aussi de dire, si je vis mon émotion, de se perdre dedans, d'être trop dedans longtemps. T'sais. Fait comment dealer avec tout ça? Super bonne question. Souvent, les gens, quand on va leur dire, il faut que tu vives ton émotion, ils associent l'émotion avec l'impulsion d'agir sur le coup de l'émotion. Donc, ils se disent, mais si je vis mon émotion, si je vis ma colère, je vais aller crier après quelqu'un, je vais faire du dommage, donc je ne veux pas vivre ma colère. Voyons donc, ça va m'occasionner des problèmes. Donc, il faut premièrement faire la distinction entre l'émotion en tant que telle et l'action qu'on a le goût de faire. Vivre son émotion, c'est pas d'agir sur le coup de l'émotion, c'est de la permettre d'être là. Ce qu'on va dire, c'est que, dans le fond, quand on vit une émotion, oui, c'est temporaire, puis on peut même l'avoir comme une vague. Donc, ça va venir, ça va partir, ça va revenir. Puis, ce qui arrive, c'est que quand les gens la combattent, au lieu de la diminuer, ça l'amplifie.
quand les gens essayent de la supprimer. Donc, il y a deux choses qui n'aident pas, c'est d'essayer de bloquer l'émotion. Non, je suis pas fâchée. Non, je suis pas triste. Puis de la supprimer, dans le fond, ça fait un peu un effet d'une bouilloire, là, qu'à un moment donné, ça sort, la vapeur sort. Deuxième chose, c'est de l'encourager, de la nourrir en ayant des... Par exemple, je suis fâchée, mais là, dans ma tête, je me dis, c'est un tel, j'ai raison d'être fâchée parce que nanana. Fait que ça, c'est deux choses qui vont amplifier l'émotion pour faire qu'elle va durer plus longtemps. Donc, ce que la méditation de pleine conscience vient amener, c'est de laisser l'émotion, vraiment la voir comme une vague, puis de se centrer sur nos sensations physiques pendant qu'on vit l'émotion plutôt que sur des pensées qui la nourrissent. Okay. Fait que quand je suis fâchée, au lieu de me dire « lui, c'est un tel, puis il est pas correct », puis tout ça, c'est de dire « Attends une minute, où je sens cette colère-là? » Qui est là, je sens une chaleur. Puis de respirer dans l'émotion. Donc, de prendre des grandes respirations, puis d'être connecté à notre ressenti, puis de nommer « je suis fâché » au lieu de dire « là, c'est pas correct », parce que souvent, on est fâché, puis on s'en rend même pas compte. Fait que de nommer qu'est-ce qu'on ressent, de nommer qu'est-ce qu'on vit sans jugement, sans juger l'émotion, sans dire « je devrais pas être fâché, je suis pas une bonne personne ». Non, je suis fâché, puis ça va passer, puis je ne suis pas mon émotion, c'est un état, c'est pas qui je suis, puis c'est pas dangereux. Puis ça va passer, de l'accueillir. C'est ça qui est la partie la plus difficile. C'est de la tolérer, de l'accueillir. Ça amène des sensations physiques pas le fun, mais ça va passer. Puis si vous faites l'expérience, vous allez voir que l'émotion vous n'allez pas vous accrocher. Elle va venir, elle va partir. Elle va peut-être revenir dans quelques minutes, dans quelques heures, mais vous allez encore pas vous accrocher. Fait qu'elle va repartir. Puis vous n'allez pas agir sur ce coup-là. Puis souvent, les émotions, il ne faut pas oublier qu'elles sont utiles. C'est la façon que notre corps nous communique nos besoins. Donc, si je suis fâchée, mais peut-être que c'est parce que j'ai senti que j'ai pas été respectée par une personne. Puis c'est important que je le sache, ça. Puis pas que je fasse à semblant que ça me fait rien. Parce que après, sans avoir une interaction, par exemple, en criant après la personne, la colère, là, c'est une émotion qui nous permet de nous affirmer de façon saine aussi, de dire « voici mes limites, puis je mérite le respect », en respectant l'autre aussi. Mais si on n'écoute pas cette colère-là, c'est là que c'est dangereux. Ça peut soit déborder puis on explose, ou on peut se faire piler dessus finalement puis jamais nous faire respecter parce qu'on n'a pas écouté notre colère. Mais est-ce que des fois, par contre, on a tendance à attribuer une émotion à des choses que dans le fond, on n'aurait peut-être même pas. Tu sais, quelqu'un... Exemple, j'ai parlé de la neige tantôt. C'est quelqu'un qui est frustré bête parce qu'il neige encore, mais il me semble qu'on s'attribue, mettons... T'sais, on dirait que moi, si ça m'arrive, là, puis c'est pas pour la neige, mais pour d'autres choses, je vais comme essayer d'être plus relatif puis faire comme, OK, attends un peu, là. C'est pas si grave que ça, là. C'est correct, tu sais. Pour mon enfant de se traîner quelque chose, c'est comme, OK, mais c'est pas si grave, là. C'est juste, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, nos émotions viennent essentiellement de notre interprétation des situations. Donc, si j'ai une interprétation comme c'est la catastrophe, c'est insultant qu'il neige aujourd'hui, c'est sûr, je vais vivre de la colère ou de l'anxiété ou des choses comme ça. Puis dans le fond, quand tu me dis, là, tu sais, je me suis rendu compte que c'était pas si grave, dans le fond, tu es venu restructurer tes pensées. T'sais, au lieu de le voir comme une catastrophe ou comme quelque chose qui n'a pas de bon sens, tu te dis, regarde, je vais faire avec. Fait que ça, c'est super adapté. Ce qui est plus dangereux, c'est quand ce qu'on va dire de l'auto-invalidation, de se dire, je vis de la colère, mais... je suis conne de vivre cette colère-là, ou je suis pas une bonne personne. Donc ça, on veut pas aller là. Fait que dans le fond, souvent, ce qu'on va dire, c'est de valider l'émotion, de dire, OK, je suis en colère, puis c'est correct, mais je sais que ma colère vient de mon interprétation, donc je vais changer ma façon de voir la situation, mais sans se taper sa tête parce qu'on a vécu une émotion. Là, c'est plus dangereux, c'est plus nocif pour l'être humain. Ça fait plus qu'une heure déjà qu'on pense qu'il y a de ça. Mon Dieu, ça se passe vite. Fait que il y a encore plein de choses que j'aurais voulu parler, mais écoute, étant donné l'ère d'aujourd'hui dans quoi on vit là, avec COVID-19, j'aimerais ça. On a parlé un petit peu quand on s'était parlé, fait une émission via Skype, mais on a parlé un petit peu plus du moment, tu sais, de ce qu'on vivait présentement. J'aurais aimé ça t'entendre, à savoir, tu sais, ça va être quoi, tu penses, l'impact à long terme de tout ce qu'on vit présentement au niveau psychologique? Dans le sens que je pense pas que ça peut être sain. On est des êtres sociaux à un moment donné. Puis là, on déconfine. Puis là, d'autres places qu'on va refermer. Puis là, c'est avec des... on va l'avoir... Premièrement, on va être confiné quand même assez longtemps. Puis aussi, là, on vit des situations où est-ce que, OK, le monde ne veut pas sortir parce qu'il ne veut pas mettre de masque. Ou non, là, on sort puis on essaie de communiquer avec un masque. Tu sais,
Qu'est-ce que tu penses qu'on va avoir comme portrait au niveau social? Là, qu'est-ce qu'on va avoir comme portrait psychologique? Là? Il me semble qu'on... Puis d'économie aussi, l'effet d'économie sur les personnes là, aussi. Il doit y avoir un lien. Là, en fait, il y a un lien. J'avais lu que dans une société où ça se passe pas bien économiquement, nécessairement, il y a plus de détresse, plus d'anxiété et tout ça. Là. Puis l'isolement aussi amène... il disait que un aspect de la deuxième vague. La deuxième vague, même s'il n'y a pas de virus, ça va être une deuxième vague de détresse psychologique aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soit arrêté d'avoir des services ou qui ont été plus isolés puis ils vivent moins bien. Donc, c'est sûr que l'isolement peut créer beaucoup de détresse là, au niveau psychologique, le stress financier aussi. Mais selon moi, ce qui va se passer, si on pense que c'est quelque chose qui va durer très longtemps et même que certains experts disent qu'il va y avoir d'autres pandémies qui risquent de survenir, si on pense que c'est un changement qui va être au niveau des mesures sanitaires qui va être permanent, si on pense juste à quand on a dû arrêter de fumer dans les restaurants, là, les gens, j'irai plus jamais au restaurant. Donc, il y en a qui disent un peu la même chose pour les masques. Ben là, j'irai plus au restaurant si je dois porter un masque. Donc, en ce moment, on est dans la période de protestation contre le changement, qui est 100% normal parce qu'on était dans notre confort. Là, on vient nous dire, ben là, la façon qu'on a fait toute notre vie, là, maintenant, il faut avoir ce maudit masque-là qui vient faire un obstacle à nos interactions, qui vient compliquer un peu les choses. Donc, c'est super normal de protester, mais dans un cas où si on pense là, que ça peut durer vraiment longtemps, on peut penser qu'à un moment donné, ça va devenir notre nouvelle normalité. Donc, l'être humain est fait pour s'adapter. Mais en même temps, c'est normal que quand on a un équilibre, puis quelque chose vient casser notre équilibre, qu'on soit pas content. On veut garder notre équilibre. Puis là, il va sûrement avoir un nouvel équilibre qui va ressortir de ça, mais qui sera clairement pas le même qu'on avait au début. Donc, il y a un deuil à faire. Là. Il y a le deuil de la vie qui était notre normalité. Et là, maintenant, on doit accepter que ça va probablement changer. C'est sûr que ça va sûrement s'assouplir là, comme mesure, mais il va toujours avoir quelque chose de différent. Et ça, c'est ça qui est difficile à accepter, je pense, pour beaucoup de gens. Mais je pense à d'autres pays qui sont moins fortunés que nous, qui vivent dans des situations de stress constantes, les effets à long terme d'un stress constant. Là, je ne veux pas comparer ça à un pays qui est en guerre, là, mais le sentiment d'avoir toujours, d'avoir une menace quelque part, me semble que ça va peser à long. Ben, en fait, je pense qu'on le voit déjà. Là. Ben là, comme tu dis, on a une période de changement, mais à long terme, là, supposons que dans 2 ans, il faut encore faire attention à 56 000 choses parce qu'il y a un danger. Bien, c'est intéressant. Puis oui, c'est sûr que comme tu sais, quand on parle de guerre, c'est comme un danger. Tu sais, ça dépend aussi à quel point qu'on va percevoir que ce danger-là, il est proche, qu'on a des chances. Si ça devient juste des mesures de prévention, mais qui sont comme juste tellement intégrés dans notre mode de vie, ça se peut qu'à un moment donné, on n'y pense plus. Si les cas de COVID, par exemple, ils restent bas, s'il n'y a pas d'autres épidémies, mais qu'on garde certaines mesures sanitaires, on va se dire, ben c'est juste la vie. Maintenant, c'est comme ça qu'on vit. Mais c'est sûr que si les cas, ils continuent à augmenter, à diminuer, que comme 2e vague, après ça, une 3e, puis une 4e, là, c'est sûr qu'on ne pourra jamais se calmer. Puis que le stress va toujours être là. Puis ça peut avoir des gros impacts, là, tant au niveau psychologique, puis le stress à long terme, ça peut avoir des impacts aussi au niveau physique, au niveau du rythme cardiaque, de tout ce qui est santé cardiaque, au niveau du système immunitaire, au niveau du développement de cancer, par exemple. C'est sûr que le stress à long terme, ça peut être néfaste. Ça ne veut pas dire nécessairement que parce que je suis stressée, je vais avoir des problèmes cardiaques, mais on voit que ça augmente les risques. OK. Puis l'autre bout, moi, qui me titille, si tu veux, c'est le contact humain aussi. On a parlé un petit peu hors d'onde, d'avoir un masque déjà là, ça fait un contact voilé. T'es comme voilé, puis c'est différent. Puis aussi, si on est rendu qu'on ne fait plus de poignées de main, jamais, qu'on ne fait plus d'accolade, tout ça, ben le contact humain, c'est important pour l'être humain, me semble. C'est sûr. Puis encore une fois, tu sais, est-ce que là, on voit beaucoup tous les changements, on voit tout ce qu'on pourra plus faire. Ça va être de voir, est-ce que, par exemple, le contact humain, mais c'est sûr quand conjointe avec les enfants, ça va demeurer. Fait qu'est-ce que, là, on va pouvoir observer, est-ce que le contact avec des gens qu'on connaît moins ou nos amis, par exemple, qui habitent dans d'autres domiciles, est-ce que c'est aussi essentiel pour l'être humain? Peut-être qu'on va être satisfait avec le contact qu'on a autour de nous. C'est sûr que peut-être les gens plus seuls vont le vivre plus difficilement. C'est difficile à dire en ce moment. Moi, j'ai quand même, peut-être c'est moi qui est idéaliste, mais j'ai quand même confiance que en ce moment, on va vivre comme le pire bout, mais qu'on va finir quand même par s'adapter
Puis qu'en ce moment, on est dans les mesures, tu sais, les mesures plus sévères sont dans la période de crise, puis qu'à un moment donné, ça va s'assouplir. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des changements. C'est sûr. Ben Audrey, on va terminer là-dessus. Je te remercie de cette longueur que tu m'as accordée. C'est super apprécié. C'était vraiment intéressant. Ben merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de jaser avec toi. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.